Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un Et danseur? si Papa Johnny était en Et vie? si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Et si vous possédiez vos crypto-monnaies? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profi du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Mais Thomas, qu'est-ce que t'entends par posséder ces crypto-monnaies? Parce que j'en ai, tu sais, moi, du Bitcoin. Alors c'est vrai Rémi, tu as du Bitcoin. Mais en même temps, ce Bitcoin, tu le possèdes pas, il n'est pas palpable. Et où est-il présent? Eh bien en fait, il est tout simplement et uniquement présent sur la blockchain. Ça veut dire que ces Bitcoins, il va falloir pouvoir y accéder. Et pour pouvoir y accéder, eh bien, en fait, il ne faut pas un nom de compte, il ne faut pas un mot de passe. Non, il faut ce qu'on appelle une clé privée. Alors bon, pour pouvoir avoir accès à cette clé privée, forcément, elle se crée d'une manière X ou Y, on ne va pas en discuter dans ce podcast, mais il y a un des points qui est essentiel, c'est de pouvoir y accéder, de pouvoir accéder à cette clé privée qui derrière nous donne l'opportunité tout simplement d'accéder à nos bitcoins. Alors pour ça, il existe différentes stratégies. Toi, concrètement, tu dis posséder des bitcoins, mais tes bitcoins, tu les as quelque part. Tu les as sur ce qu'on appelle un hot wallet, sur un exchange ou sur un cold wallet. C'est quoi, toi, dans ta situation? Ah bah au final, moi, j'ai un peu les trois, comme je pense pas mal de gens dans l'écosystème, hein. J'en ai un peu sur les exchanges parce que bah, c'est pratique. J'en ai un peu sur Alt Wallet parce que j'ai fait des petits tests NFT, hein, donc forcément il faut un petit MetaMask avec de l'Ethereum. Et j'ai un Cold Wallet pour bah, mes cryptos que je souhaite garder à long terme. Alors, bon, juste pour préciser, bon, les exchanges, vous savez très bien ce que c'est. Si on prend des différents exemples, on a du Huobi, on a du Binance, on a du Coinbase, etc. Eh bien, effectivement, on peut mettre tout simplement des crypto-monnaies sur les exchanges. Le seul problème, c'est que à ce moment-là, on ne possède pas ces crypto-monnaies. En gros, c'est comme si on envoyait ces crypto-monnaies à un pote qui nous dit «T'inquiète, je vais les garder pour toi». Sauf qu'en réalité, cette personne-là, c'est elle qui les détient. C'est comme si on lui donnait notre clé privée, que nous, derrière, on n'y a plus accès. Et puis, ce pote-là nous dit juste «Ah bah, tu me les as envoyés à un moment, je te les rendrai quand tu me les demandes et si je peux te les rendre». Ouais, ça va, le pote en question, il est sympa, mais le jour où il y aura les huissiers qui taperont à sa porte, je pense que tes fonds, tu pourras lui dire bye bye. Ça c'est sûr, et puis on en parlera juste après quand on parlera de l'intérêt justement de posséder à proprement parler ces cryptos. Et puis après il y a les hot wallets. Alors tu prenais l'exemple de MetaMask, mais en réalité pour différentes blockchains il existe différents hot wallets. En fait un hot wallet c'est tout simplement un wallet ou un portefeuille qui est relié à une connexion internet. Où pour pouvoir y accéder, on va rentrer une première fois sa clé privée, donc en fait une suite de 12, 24 ou 18 mots. Et puis une fois que cela est fait, eh bien en fait on peut y accéder directement, par exemple, à l'aide d'un mot de passe. Le problème, c'est que ce genre de hot wallet, comme il y a un mot de passe, derrière, le mot de passe, il est craquable plus ou moins facilement, forcément, en fonction du mot de passe que vous mettez. Et puis, comme c'est relié à Internet, il suffit que le PC en question se fasse hacker, qu'il y ait une backdoor, ou même qu'il y ait un keylogger, donc qui va enregistrer du coup les lettres qu'on tape sur le clavier. Et derrière, on peut accéder facilement au wallet, qui de toute façon est connecté à Internet. Et puis après, le wallet peut se faire siphonner. Et puis en parallèle, la troisième chose, et tu en as parlé tout à l'heure en parlant justement des crypto-monnaies que tu holdais sur le long terme, donc que tu gardais pendant plusieurs années, 5, 10 ans ou autre, ce qu'on appelle les cold wallets. Et à contrario des hot wallets, c'est un portefeuille, un wallet, qui lui n'est pas connecté à Internet. Et je pense que les cold wallets les plus connus sont Trezor, Ledger, et puis il y en a quelques autres. Ouais, il y a juste, je glisse, il y a Satoshi aussi que j'avais vu passer et franchement, je trouve ça pas mal ce qu'ils font. C'est une boîte belge et bon, j'ai pas été payé pour parler d'eux. Hein, avec la dernière loi influenceur, on sait jamais, mais je préfère me couvrir. Mais c'est pas mal. Je sais pas si t'as déjà vu, c'est une sorte de carte avec une puce et la clé privée, elle est détenue dans la puce et il faut connecter un lecteur de carte à ton ordinateur pour mettre le cold wallet dessus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez bas prix, donc c'est accessible. C'est, je crois, 25 € le cold wallet et 20 € le lecteur de carte. Donc tu vois, t'es allé à 50 balles le package pour un cold wallet, c'est pas mal, bon, on va dire, pour se lancer. Après, c'est sûr qu'il y a aussi Ledger et Trezor qui sont
qui sont bien sympas. Bah, c'est des références dans le domaine, effectivement, mais tu as raison, il en existe un certain nombre qui sont pour chacun plus ou moins, on va dire, qui ont une sécurité qui est plus ou moins intéressante ou plus ou moins forte, mais effectivement, un cold wallet, c'est tout simplement une espèce de petite clé USB, on va simplifier comme ça, qui garde la clé privée de manière très sécurisée et qui, lorsqu'on le relie à un ordinateur ou même parfois, avec les nouveaux qui sortent chez Ledger, à un téléphone, et bien derrière vont pouvoir faire vérifier qu'on possède bien la clé privée et donc les bitcoins ou les cryptos qui sont sur la blockchain et par conséquent pouvoir effectuer nos transactions. Donc la première chose, et c'était ta question de tout à l'heure Rémi, finalement posséder ces cryptos, c'est posséder ces cryptos non pas en palpable, mais tout simplement sur la blockchain par le biais d'un exchange, d'un hot wallet ou d'un cold wallet. Et puis, bon, la première chose dont on doit parler forcément, c'est l'intérêt. Pourquoi avoir ces crypto-monnaies sur un cold wallet ou sur un hot wallet plutôt qu'à sur un exchange, Rémi? L'intérêt principal d'avoir ces crypto-monnaies sur un hot ou un cold wallet, c'est qu'on détient ces clés privées, alors que sur un exchange, on les a pas. Donc ça veut dire que, comme on l'a dit au début, un exchange, s'il fait faillite, il a tous les droits sur vos cryptos. Donc même sans faire faillite, s'il est pris dans une affaire judiciaire ou si tout simplement les dirigeants de l'exchange sont malveillants, ils peuvent très bien se servir dans la caisse, prendre les cryptos qu'il y a sur l'exchange, et c'est eux qui en disposent comme ils veulent, donc vous ne possédez pas vos clés privées. Allez, un petit exemple en 3 lettres, dis-moi, est-ce que tu l'aurais? Un exchange qui a fait faillite? Ça commence... je sais plus, Thomas, je l'ai sur le bout de la langue. Mais... F. FTX, Ah, oui, bien sûr. Mais ouais, du coup, avec cet exemple-là, c'est bien prouvé que les gens ne possédaient pas leur crypto. Pour l'instant, tout a disparu. Et il y a potentiellement des remboursements en cours, mais ça reste un processus long et compliqué. Alors que si ces crypto-monnaies avaient été stockées sur un hot ou cold wallet, eh bien, vous auriez possédé vos clés privées et donc l'accès à vos cryptos en permanence. Alors après, tu vas nous en parler, j'imagine, Thomas, mais on va dire qu'il y a des échelles de sécurité qui sont différentes entre un hot wallet et un cold wallet. Comme tu nous l'as dit, le hot wallet, il est en ligne, alors que le cold wallet, il est déconnecté du réseau. Donc ça peut mener à des problèmes de sécurité. Tout à fait. Et puis pour reprendre et terminer le point justement sur la faillite d'exchanges centralisés ou autres, faut juste savoir en tête qu'une fois que la faillite est déclarée, on a un processus qui peut durer 5-10 ans. Hein. C'est le cas de l'exemple de Mongox par exemple, qui date déjà depuis un moment, et où en l'occurrence, une fois que tous les avocats, toutes les personnes du fisc ou autres ont travaillé sur le dossier, et ben en fait, si par exemple il y avait 100 millions de fonds sur l'exchange et que 20 millions ont été utilisés pour pouvoir mettre en place le cadre juridique de la faillite de cet exchange, eh bien il ne reste que 80 millions et ces 80 millions sont répartis proportionnellement. Alors là, mon exemple, il est très sympa parce qu'en réalité, ça signifie que les personnes vont chacune recevoir 80% des cryptos qu'ils avaient initialement. Mais en réalité... Oui, et puis en plus, Thomas, en général, c'est souvent les très gros investisseurs qui sont remboursés en premier, et les petits monsieur tout le monde comme toi et moi, c'est ceux qui sont remboursés en dernier. Donc s'il y avait vraiment beaucoup de gros poissons comme dans FTX, en général, les petites gens, ils récupèrent pas grand-chose sur leur mise initiale, hein. Et s'ils récupèrent quelque chose. Tout à fait, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est ce que j'allais dire effectivement. Alors après, un deuxième intérêt de posséder soi-même ces crypto-monnaies, eh bien c'est tout simplement d'être indépendant. Être indépendant d'une part des exchanges, évidemment, parce que l'intérêt des exchanges, c'est de pouvoir effectuer des transactions rapidement, mais vraiment juste qu'on veut pouvoir soit faire du trading, soit pouvoir transformer, soit en fiat, mais ça, on a tendance à relativement peu le faire quand même, ou bien dans d'autres crypto-monnaies, mais être indépendant notamment des banques. Alors pourquoi est-ce que je parle des banques? Parce que les crypto-monnaies est de plus en plus vues également comme une forme de valeur, en fait, de ressources de valeur, comme c'est le cas pour l'or, comme c'est le cas pour un certain nombre de choses. Et donc, les banques, on le sait, hein, ça empêche régulièrement de pouvoir faire des transactions, par exemple. C'est pour ça qu'on a des plafonds de retrait ou des plafonds d'achat. Des fois, ça nous est déjà arrivé de vouloir investir dans de la crypto-monnaie, par exemple, pour acheter du Bitcoin. Et moi, il a fallu derrière que j'appelle ma banque à plusieurs reprises. Et quand je dis plusieurs reprises, c'est que
des fois, c'était peut-être 5 fois dans la semaine pour leur dire, bah non, enfin là, à ce moment-là, je vais acheter mes cryptos sur à tel ou tel endroit. Enfin, concrètement, je n'étais pas maître de mon argent et ça, c'est quand même un problème. Alors que quand on possède soi-même ses clés privées et donc du coup ces crypto-monnaies, on en fait ce qu'on veut. Et puis en plus de ça, on parlait il y a quelques minutes de la faillite dans le cas d'exchange centralisé. Dans le cas des banques, il y a aussi ce qu'on appelle le bank run et c'est relativement similaire. Et avec les banques aux États-Unis, comme c'est le cas de SVB et puis d'autres dont on a entendu parler fin mai, début avril, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc finalement, en fait, on en fait ce qu'on veut une fois qu'on possède vraiment sur un hot wallet ou un cold wallet. On en fait ce qu'on veut. C'est entre guillemets, c'est des crypto-monnaies qui sont du coup liquides, qu'on peut utiliser selon nos propres choix. Et puis derrière, forcément, c'est décentralisé. Et ça, c'est un point qui est quand même important à prendre en compte, pardon, parce que si tout est sur un même exchange ou sur un même endroit et qu'on donne l'autorisation, par exemple, à Coinbase de pouvoir accéder à 10% du nombre de bitcoins de la blockchain, derrière, il peut y avoir des manipulations de marché qui peuvent être faites de manière importante, alors qu'en réalité, si tout le monde conservait ses bitcoins de son côté, ça n'arriverait pas. Oui, et puis en plus, comme tu disais, comme on parlait des exchanges qui disposaient des cryptos, pour les banques, c'est la même chose en fait. Les banques, elles disposent de notre argent. Une fois que l'argent est placé en banque, si l'État demain dit on est en situation de guerre, pour l'effort de guerre, il faut prendre 10% de l'épargne de chaque Français, les banques, elles obéiront à l'État et elles chercheront pas plus loin, elles prendront 10% de ton épargne et ce sera versé à l'État français pour participer à l'effort de guerre. Donc sortir son argent des banques, bon c'est encore autre chose parce que là on parle pas de crypto, on parle d'argent, mais c'est la même chose. Donc en fait le bank run que tu parlais, sortir des billets et les mettre sous le matelas, c'est un peu la même chose quand tu sors tes cryptos de l'exchange et que tu les mets sur un cold wallet, c'est comme mettre des billets de banque sous ton matelas, quoi. Bon, mis à part que le Bitcoin ne subit pas l'inflation que subit les petits billets sous le matelas. Donc c'est quand même mieux de mettre le Bitcoin dans sa ledger ou son trésor. Ouais, c'est clair, et j'allais le dire parce que l'inflation, c'est un point que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et même moi, il y a encore quelques années, je l'entendais de temps en temps aux informations, mais vraiment très rarement. Et en fait, c'est un point qui est essentiel et tout le monde devrait essayer de comprendre ce processus. Mais sans rentrer dans les détails, l'argent perd de la valeur. Quand je dis l'argent perd de la valeur, je parle des billets, des pièces et tout. Alors que dans la situation de certaines crypto-monnaies, alors notamment le Bitcoin, oui, il y a des fluctuations de marché qui sont liées à des corrélations avec les marchés financiers, qui d'ailleurs a tendance petit à petit à baisser de plus en plus. Mais en réalité, on ne vient pas à imprimer et à créer de nouveaux bitcoins de manière infinie, alors que c'est le cas pour la monnaie, c'est le cas pour l'euro, c'est le cas pour le dollar. Le bitcoin, non, il y en a 21 millions, point final, et il n'y en a jamais un de plus. C'est Donc clair. ça, effectivement, différents intérêts. Après, c'est toujours pareil. Si on vient à posséder ses propres crypto-monnaies sur un cold ou un hot wallet, il y a quand même des points de vigilance. Le premier, c'est les moyens justement de stocker et de sécuriser soi-même ses clés privées. Est-ce que tu pourrais nous parler de différentes stratégies? Ouais, c'est ce que je voulais dire justement parce que on peut être confronté déjà un peu au même problème que, on reprend la métaphore des billets sous le matelas, c'est que quand t'as tes billets sous ton matelas, si ta maison brûle, t'as plus de matelas et t'as plus de billets non plus. C'est exactement pareil pour ta clé privée parce que bien souvent, quand on achète par exemple donc une Ledger, elle est livrée avec des petits cartons avec les 24 emplacements de mots et vous notez vos 24 mots à l'initialisation de votre ledger, parce que quand vous lancez votre clé avec son logiciel, elle va vous générer une clé privée, vous la notez sur ce papier, et une fois que vous voulez réaccéder à vos cryptos, si jamais vous perdez votre clé ledger, avec ces 24 mots, vous pouvez récupérer l'accès à votre clé privée. Mais du coup, à la base, c'est donné sur un papier. Sauf qu'un papier, ça peut subir les dégâts des eaux, ça peut subir le feu, ça peut subir même le temps, la moisissure, j'en sais rien, beaucoup de choses. Les chiens et les chats. Voilà, plein de choses. Un verre renversé au meet-up Bitcoin, bon, je sais pas pourquoi vous auriez amené votre clé privée au meet-up, mais on sait jamais, il y a des fous partout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la méthode la plus sécurisée pour conserver sa clé privée, même si déjà le faire c'est bien, et aussi ne pas la stocker avec sa clé Ledger, parce que du coup, celui qui trouve votre clé Ledger, s'il trouve les 24 mots avec, ou votre trésor, ou votre Satoshi, ou quoi que ce soit, en fait, c'est comme si vous lui mettiez le coffre-fort avec la combinaison à côté. Alors, juste une petite chose, c'est que en réalité, si on a les 24 mots, on n'a pas besoin d'avoir la clé Ledger de la personne en question pour pouvoir y avoir accès. Si on a les 24 mots de la seed phrase d'une Ledger, il suffit juste d'acheter une nouvelle Ledger, et puis derrière, on peut importer, et après, on fait ce Ah qu'on oui, c'est veut. clair, ouais. De toute façon, les 24 mots, ils doivent être bien planqués.
planqués dans des cachettes que seuls nous connaissons, et voilà. Mais le mieux, après, c'est d'opter pour des solutions un peu en dur, plutôt que du papier, par exemple du métal, etc. Donc qui pourront résister à un incendie, à une inondation. Et après, même si on veut être paranoïaque, en avoir une chez soi et une chez un tiers de confiance, bon, là on en revient à mettre un tiers de confiance, mais quand on parle de la famille, son père, sa mère, sa grand-mère, j'en sais rien, et puis même vous pouvez très bien le mettre chez votre grand-mère sans qu'elle le sache, dans son grenier tout perdu, j'en sais rien, personne va venir chercher là-bas, et vous savez que vous avez une petite copie de votre seed phrase bien cachée chez mamie, quoi. C'est tout à fait possible, ouais, il y a plein de stratégies. Après, quand tu disais, niveau métal, il existe des entreprises qui permettent d'acheter des petits packs et sur lesquels on peut graver dans de l'acier un châssis de frame en question. Ça peut être un point important. En parallèle, moi, des personnes qui ont des ledgers, la majorité du temps, ils les ont dans un coffre-fort qu'ils ont à la maison tout simplement, dans lequel ils ont les papiers ou des choses qui sont importantes et aussi quelques bijoux. Et puis après, on parle là de cold wallet, mais dans le cas par exemple de hot wallet, il existe aussi des wallets, c'est le cas sur la blockchain Caspa ou d'autres blockchains, où en l'occurrence, on peut l'avoir sur son PC, mais l'avoir sur son PC de manière intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si par exemple on est sur le PC habituel et que sur le PC de tous les jours, ça nous arrive de temps en temps de télécharger un manga ou bien de télécharger une vidéo ou je ne sais quoi un peu à gauche à droite, en fait on n'est pas à l'abri un jour ou un autre de télécharger un logiciel qui est malveillant et dans lequel il y a une backdoor, un trojan. Alors que si par exemple on a un PC à côté qui lui n'est utilisé que pour certaines choses, mais vraiment qui sont très précises avec une sécurité qui est renforcée, et c'est par exemple mon cas, et bien derrière on ne télécharge absolument rien. À partir de ce moment-là, on peut avoir ces toilettes dessus. Moi, c'est mon cas par exemple, puisque je mine, j'ai aussi des VM, donc des virtual machines, en gros des ordinateurs qui sont dans l'ordinateur, qui derrière sont sécurisés et permettent de pouvoir avoir dans chacune de ces VM un seul hot wallet, de telle manière à ce que si l'un de ces wallets est compromis, ça ne vient pas compromettre le reste du PC. Et donc ça, c'est un point que nous mineurs avons quand même en tête, puisque c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc il y a plein de stratégies. Et puis effectivement, un autre point de vigilance quand on possède soi-même ces cryptos, c'est tout simplement de faire des erreurs, parce que quand c'est la banque qui possède notre argent, quand c'est les exchanges centralisés qui possèdent notre argent, s'ils font une erreur, derrière, on aurait tendance à dire que de par les conditions d'utilisation, ils vont faire en sorte que justement cette erreur soit camouflée et qu'on ne la sente pas sur notre compte en banque. Alors qu'en réalité, si lors d'une transaction, on vient à se tromper par exemple dans l'adresse qu'on va mettre pour l'envoi de nos cryptos, derrière l'erreur elle vient de nous. Et donc en fait, ça implique une responsabilité qui est plus importante en tant que personne, en tant que détenteur de ses propres crypto-monnaies. Et je dis ça en parlant par exemple d'une situation d'un hack. C'est un hack qui est relativement connu et qui est encore arrivé cette semaine. Quelqu'un qui voulait envoyer un peu plus de 2 millions de dollars en Ethereum. Cette personne a décidé d'envoyer d'abord 10 dollars d'Ethereum à une autre, au wallet en question. La transaction a été validée. La personne qui avait l'adresse de réception a validé du coup à l'envoyeur le fait qu'il avait bien reçu les 10 dollars. Et puis en fait, la personne qui envoyait a décidé 1 minute 30 après de faire la même transaction. L'adresse de départ finissait par 0734. Il a donc sans réfléchir renvoyé à l'adresse qu'il y avait dans son carnet d'ordre sur son wallet 0734. Malheureusement, c'était pas la même adresse parce qu'entre temps, il y avait un bot qui lui avait envoyé un tout petit montant de crypto. Et l'adresse de ce bot-là se terminait par 0734. Bilan des courses, le gars qui voulait envoyer ses 2 millions de dollars, il s'est fait pigeonner plus de 2 millions. Donc ça, c'est un point qui est important parce que l'erreur est humaine. Au moins, il les a bien envoyés. Moi, j'aimerais bien avoir 2 millions de dollars. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut être très vigilant. C'est une grande responsabilité de récupérer l'indépendance sur sa crypto. Mais par contre, oui, c'est clair qu'au moins vous êtes libre. On ne peut pas vous bloquer vos fonds. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est bien plus risqué. Et soyez toujours parano, en fait. Enfin, il ne faut pas devenir malade non plus. Mais là, le gars que tu nous cites, Thomas, pour ses 2 millions de dollars, je suis désolé, quand tu fais une transaction à 2 millions de dollars, alors soit le mec, il en avait 500 millions en banque et du coup, ça lui a pas fait trop mal de perdre 2 millions. Mais quoi qu'il arrive, une transaction aussi grosse quand même, tu relis l'adresse, tu vois, c'est normal, il faut faire un minimum gaffe. Même si tu avais fait une première transaction à 10 dollars, tu revérifies que là où t'envoies, ce soit la même que celle du 10 dollars. Ça te prend
enfin, ça te prend 1 minute à relire et au moins t'es certain parce que, enfin, je veux dire, lui c'est 2 millions de dollars, peut-être que c'était pas grand-chose pour lui, peut-être que c'était toute sa fortune, on n'en sait rien, mais que ce soit 2 millions de dollars ou 100 euros, et si vous avez investi 500 euros en crypto et que vous vous faites couillonner 100 balles parce que vous avez pas relu une adresse, bah, au final vous avez perdu un cinquième de votre capital pour une erreur qui peut être très facilement évitée par un peu de vigilance, quoi. C'est simplement ça. Tout à fait. Et puis pour terminer, ce qu'on pourrait dire, c'est que au final, posséder ses propres crypto-monnaies, bah certes, c'est un gain de responsabilité. Ça, c'est clair. Mais un gain de responsabilité qui, derrière, nous permet de gagner en indépendance. Celui d'être maître, d'être décisionnaire des choses, plutôt que de devoir subir des décisions qui sont les décisions d'exchange, de banque ou autres. Et c'est vrai, c'est peut-être moins sexy, moins pratique. Puis ça implique également de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de connaître un peu la technique qu'il y a derrière sur le fait, par exemple, de révoquer les smart contracts qu'on a déjà utilisés, d'utiliser des cold wallets, des hot wallets ou autres. Mais finalement, est-ce que ce sera pas nécessaire justement pour gagner en indépendance? Qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos réponses dans les commentaires.